Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 9 mars. J'espère que vous allez bien ce matin, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition de votre matinale. Nous sommes ensemble comme chaque matin pour 2 heures consacrées bien évidemment à l'actu vendéenne avec au programme ce matin bien sûr un récapitulatif de l'actu sportive du week-end avec le journal des sports. Ce sera dans quelques instants. Comme tous les jours, vous pourrez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. On commence par faire maintenant ensemble un point sur votre météo en ce début de semaine avec un temps un peu instable aujourd'hui, un mélange d'éclaircies, de nuages et d'averses sur l'ensemble du département ce matin, à compter 7 à 8 degrés en ce qui concerne les températures. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires, toujours de l'instabilité sur l'ensemble de la Vendée. Les températures seront encore relativement douces pour la saison, 13 degrés dans les terres, 14 degrés sur le littoral, petite baisse par rapport aux températures qu'on a pu connaître durant le week-end. On regarde maintenant les horaires des marées en ce début de semaine. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer comme d'habitude avec une première basse mer qui a été cette nuit à 2h07. La prochaine sera donc à 14h26. La première pleine mer à 7h23 et ensuite à 19h40. Coefficient en baisse, fortement en diminution par rapport à la semaine dernière, 62 à 55. Coefficient identique au niveau du passage du Gois où la première basse mer était cette nuit à 2h12. La prochaine est donc prévue à 14h29. La première pleine mer sera ce matin à 7h14, dans quelques minutes. Ensuite à 19h32. On fait maintenant un point sur vos conditions de circulation en Vendée pour aujourd'hui. Rien de particulier ce matin, si ce n'est quelques travaux donc à vous signaler. Prudent donc sur la D746 à la sortie de La Roche-sur-Yon. Vous avez une circulation alternée avec des travaux d'édagage qui sont en cours. Prudence également toujours sur l'axe entre La Roche-sur-Yon et Saint-Florent-des-Bois où là aussi vous avez une circulation alternée dans la traversée de Saint-Florent-des-Bois dans le centre-bourg. Toujours sur cette fameuse D746 au lieu dit La Frise après la commune de Mareux sur l'Edisset. Là aussi vous rencontrez une circulation alternée due à des travaux de remplacement de poteaux. Et puis enfin sur la D948 vous avez 2 zones de travaux. La première sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau avec là aussi une circulation qui ne se fait que sur une voie dans les deux sens avec des travaux sur l'enrobé des accotements. Et puis enfin sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Chaland, là aussi circulation sur une seule voie en raison de remplacement de panneaux. Et puis enfin sur la D763 sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu, vous avez là aussi une circulation que sur une voie également pour des remplacements de panneaux. Et enfin dernière zone de travaux, c'est sur la D160, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. La circulation là aussi sur une voie en raison de travaux sur la signalisation. Comme chaque lundi, on fait maintenant un point sur les prix des carburants en ce début de semaine. Prix à surveiller bien sûr au vu du contexte international. On commence avec le samplon 95. Il est annoncé à 1,62€ à la station Carrefour Market des Sables d'Olonne. On le retrouve à 1,71 toujours au Sables d'Olonne à la station Intermarché et également au Poiré-sur-Vie à la station Leclerc. Forte augmentation pour le diesel. Il est néanmoins toujours annoncé à vérifier à 1,61 également au Carrefour Market des Sables d'Olonne, 1,79 au Sables d'Olonne également à la station Total Énergie et 1,80€ à la chaise Le Vicomte à la station Avia. Comme tous les matins, nous vous posons une question en lien avec l'actu du jour, question à laquelle vous pouvez tout simplement répondre sur la page Facebook de TV Vendée. Si elle vient d'être publiée à l'instant, vous y répondez simplement en commentaire. On parle de football ce matin, du moins de sport de manière générale. Seriez-vous prêt à devenir arbitre, quel que soit le sport, ou trouvez-vous cela trop difficile? Je vous pose cette question parce que nous parlerons dans quelques instants de l'arbitrage dans le football et de la nécessité de recruter de nouveaux arbitres. Il est temps maintenant de faire ensemble un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Et l'actualité de ce week-end a été marquée par ce très grave accident qui s'est produit samedi sur la commune de la Jodonnière. Un homme de 33 ans a été retrouvé au lieu-dit Paré, écrasé par son engin de levage manuscopique. C'est ce qu'a indiqué le centre opérationnel départemental et de secours de Vendée. 5 pompiers en provenance des casernes de la Caillère, la Châtaigneraie et de Mareux-sur-l'Edisset ont retrouvé le trentenaire en arrêt cardio-respiratoire. Il a pu être ranimé avant d'être héliporté vers le centre hospitalier universitaire de Nantes. Selon le SDIS de la Vendée, son pronostic vital était engagé. Nous n'avons pas ce matin plus d'informations sur l'évolution de son état et sur les circonstances de cet accident.
Au lycée Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon, cela fait 10 ans que le cours EEP est dispensé. EEP pour entreprise d'entraînement pédagogique, un cours qui est à destination des élèves du BTS Gestion de la petite et moyenne entreprise. Cette formation les plonge à la tête de leur société en autonomie. Ils doivent assurer donc la gestion administrative, la comptabilité ou encore les commandes. Tous les aspects sont présents sauf la production. C'est la meilleure manière de les confronter à leur futur poste. Actuellement, ils assurent la gestion d'une entreprise fictive appelée les Douceurs Vendéennes. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. T'as déjà choisi tes produits. Simuler la vie d'une entreprise dans ce BTS, c'est du concret avec ces étudiants tous investis dans la société fictive Les Douceurs Vendéennes. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de le saisir. On gère toutes les commandes faites sur l'entreprise Les Douceurs Vendéennes et on gère la quantité, le prix des commandes, on gère à peu près tout ce qu'il y a sur le côté administratif. Ici, on est dans le réel, on est vraiment dans le monde de l'entreprise, c'est très concret et on fait exactement tout ce qu'on peut retrouver dans un stage, dans une alternance, dans un vrai monde professionnel. Le point fort, c'est de mettre en action l'étudiant. Il n'est pas derrière sa table à attendre, il est en action. Donc il doit être toujours, comme dans une activité, en entreprise ou en stage, à faire des missions. Une décennie de laboratoire pour l'entreprise d'entraînement pédagogique. Avec 10 heures par semaine, en individuel ou en groupe, ces étudiants sont un peu comme en alternance, mais à l'école. Là, on est en train de former mon collègue à l'accueil pour gérer les appels téléphoniques ou bien les mails et après bien organiser nos réunions. On les forme à toutes les matières possibles dans une entreprise. C'est véritablement le tremplin qui aide à mettre les pieds dans l'entreprise et à se professionnaliser. Évidemment, c'est fictif. Vente de produits, enregistrement de commandes, parrainé par 2 sociétés vendéennes. C'est une pédagogie qui a donc ses avantages pour ces BTS en gestion de la petite et moyenne entreprise du lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon. On vous propose cette saveur. J'avais vraiment envie de voir la gestion avant d'ouvrir une entreprise de fleurs et pour savoir mieux gérer et vendre au maximum. Loin des cours théoriques, ici ces étudiants sont autonomes pour prendre des initiatives afin de faire tourner leur petite entreprise. C'est un rendez-vous important pour les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche de Vendée qui ouvre ses portes aujourd'hui. Le salon Vendée Pro, c'est la 3e édition de ce salon qui se tient tous les 2 ans et qui est réservé aux professionnels. Il se déroule au parc des expositions des Oudéry à La Roche-sur-Yon aujourd'hui et demain. 120 exposants y sont attendus et différentes conférences y sont également proposées. Et nous restons dans le même domaine avec les apprentis du CFA INFA de Saint-Jean-de-Mont, un centre de formation spécialisés dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Ils organisaient jeudi dernier le printemps de l'INFA, un événement conçu par les apprenants pour faire découvrir leur métier, leur parcours et pourquoi pas rencontrer de futurs employeurs. Le temps d'une journée, le public était accueilli comme dans un établissement de restauration ou d'hébergement. 35 apprentis se sont donc répartis des tâches en fonction de leur formation, réceptionniste, serveur ou encore commis de cuisine. On a la chance de pouvoir être formé dans un village école, donc c'est une école mais c'est avant tout un village vacances tout le reste de l'année. Ça fait déjà depuis le mois de janvier, mi-janvier que nous sommes en formation, donc on a pu déjà prendre de la qualité, prendre de l'expérience ici et ça permet justement de nous tester, de nous faire un crash test pour chaque service, la réception, encore une fois les serveurs, les commis de cuisine, les RET. Et les animateurs surtout qui vont donner beaucoup de joie et de sourire aujourd'hui. On a invité des professionnels, des employeurs qui ont des apprenants au sein de notre formation, mais aussi des partenaires comme les missions locales, comme l'UNAT, comme aussi la direction de différents établissements, à la fois l'hôtellerie de plein air et les villages vacances, afin de leur montrer les résultats, le travail effectué par ces apprenants qui sont arrivés avec peu ou quelques compétences et qui aujourd'hui sont en capacité de prendre des postes comme des animateurs, des réceptionnistes ou serveurs ou de futur directeur d'établissement ou même encore commis de cuisine. Formation, toujours le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon a remis des nouveaux équipements pédagogiques à ses élèves en BTS maintenance des systèmes éoliens. Des équipements en provenance d'un parc éolien démantelé. Ils vont permettre aux élèves de se familiariser encore mieux avec le matériel qu'ils seront amenés à rencontrer durant leur vie professionnelle. À cette occasion, un partenariat avec EDF a été signé pour l'organisation de stages en entreprise. Ce BTS est rare et peu connu, pourtant il y a du besoin dans le secteur de l'éolien.
la plupart des élèves trouvent facilement du travail après leur diplôme. On a un fort besoin sur le BTS éolien, aussi bien localement, parce qu'on a des sociétés locales comme Coverwind, comme Nordex, Enercon, Vestas, qui sont implantées localement. Donc un jeune qui post-bac veut s'orienter sur le BTS éolien, il peut rester ensuite soit sur le secteur de la Vendée, ou et puis bien sûr sur le parc de Yeux-Noirmoutier, qui est très demandeur en futurs profils, ou continuer sur des parcs plutôt lointains, Canada, Espagne, Italie, donc ils peuvent voyager. Les demandes sont également fortes, elles sont fortes localement, on voit avec l'ouverture du parc au large de l'île Yeux-Noirmoutier, mais même au-delà, donc on est régulièrement sollicité pour savoir si nos jeunes sont intéressés parfois par des offres d'emploi au-delà de la Vendée, mais souvent les jeunes restent en Vendée. Samedi, le club des Sables Vendée Football organisait une journée de sensibilisation à l'arbitrage, un événement réalisé en collaboration avec le district de Vendée. Au programme, des ateliers sur le terrain, mais également des quiz sur le règlement des différentes disciplines ou encore un exercice d'analyse vidéo dans la peau d'un arbitre professionnel. Cette journée était d'ailleurs parrainée par Anthony Brémond, ancien arbitre de Ligue 1. Objectif de la journée, permettre aux jeunes joueurs de mieux comprendre les décisions des arbitres pendant les matchs et ainsi réduire les situations de mésentente, mais aussi leur donner l'envie de devenir, pourquoi pas, arbitre, car leur nombre est en diminution au niveau national. Reportage de Florian Wozniak. La bonne réponse était la réponse D. Téléphone en main, c'est par un quiz sur les règles du futsal que la journée de sensibilisation à l'arbitrage se termine pour ces jeunes joueuses de football sablaises. Comme Amandine, elles repartent toutes avec de nouveaux savoirs. Oui, je vais voir les choses différemment parce que je me rends compte que c'est dur d'être arbitre et que c'est pas facile tous les jours, qu'on peut se tromper et tout. C'est tout gérer en même temps. Parce qu'il faut regarder partout pour voir s'il n'y a pas des fautes, pour voir s'il n'y a pas de... C'est tout gérer en même temps. Situation de jeu, gestuelle des drapeaux ou encore analyse vidéo, rien n'est laissé au hasard pour apporter une meilleure compréhension du rôle de l'arbitre et des décisions qu'il doit prendre sur le terrain. L'idée pour nous, c'est aussi de sensibiliser au fait que sans arbitre, il n'y a pas de football. Et pourtant, on est tous là pour faire du football, pour s'amuser ensemble, pour partager ensemble. Et en mettant ce genre d'action en place, on espère réduire un petit peu tout ça. Que nos jeunes, nos moins jeunes, quand ils viendront sur le terrain la prochaine fois, ils diront « Ah oui, j'ai connu cette situation-là pendant la porte ouverte ». J'ai commencé l'arbitrage en 95, il y avait 26 000 arbitres en France. 30 ans plus tard, il y a 23 500 arbitres en France. Donc clairement, il y a besoin de démocratiser et de singulariser la fonction et la pratique de l'arbitrage. Alors déjà en faisant pratiquer l'arbitrage des jeunes par les jeunes, ça, moi, ça fait longtemps que je prône ça. Que ce soit les districts, les ligues ou la fédération permettent et donnent les moyens aux clubs de pouvoir reproduire ce genre d'événement un peu clé en main. Un dispositif innovant donc dans un district qui compte un peu moins de 400 arbitres cette saison. Ce qui se passe aujourd'hui sur cette journée est vraiment novateur. Je viens de notre territoire et c'est la première fois que je vois ça. C'est une excellente journée et effectivement c'est vraiment pour susciter la curiosité à l'arbitrage. Mais ce qui se passe là en Vendée, il y a une impulsion au niveau de l'arbitrage qui est juste énorme et exceptionnelle de la part des clubs. La mission désormais, reproduire ce type de journée pour sensibiliser encore plus les acteurs du monde du football. Nous terminons ce journal avec cette exposition qui se tient jusqu'au 28 mars à l'espace culturel La Gâterie à La Roche-sur-Yon. Exposition intitulée L'échappée de Nathalie Bécouche. Une exposition qui regroupe l'ensemble des pièces réalisées par l'artiste à l'automne dernier alors qu'elle était en résidence à La Gâterie durant 2 mois. 18 œuvres y sont présentées autour de recherches sur le paysage et le mouvement. Nathalie Bécouche fait également un lien entre l'univers du cyclisme et celui du tissage. J'ai imaginé cette sculpture qui est un vélo officiel de la marque Jacques Anquetil que j'ai transformé en métier à tisser. Et une fois que j'ai eu fabriqué cette sculpture, j'ai eu envie de m'en servir pour tisser des tapisseries. Et donc, c'était l'objet de ma résidence à la base à La Gâterie. C'était vraiment tous les aspects symboliques et métaphoriques aussi de l'histoire des textiles qui m'intéressaient. Et en fait, par la force des choses, il y a forcément la question de l'itinérance et du déplacement et de la transmission et du lien, ces questions-là qui sont venues progressivement dans ma pratique
au point où j'ai eu envie plastiquement de traduire ce mouvement. Et là, pour le cas de cette résidence-là, j'avais vraiment envie de travailler sur le fait d'être sur la route. Et donc, ça faisait particulièrement sens pour moi puisque j'étais en résidence avec mon vélo, qui est à la base un outil, un moyen de transport tout simplement, qui est assez démocratique, assez universel. Et donc c'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point complet sur votre météo de la matinée. Je vous le disais tout à l'heure, un temps instable ce matin sur l'ensemble de la Vendée, un mélange entre averses, éclaircies et ciel nuageux. Au niveau des températures, comptez 6 degrés donc du côté de Fontenay-le-Comte, 7 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, La Châtaigneraie, mais aussi la Tranche-sur-Mer et les Sables d'Olonne, 9 degrés donc à Châlons, Noirmoutier-en-l'Île et Beauvoir-sur-Mer et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. Comme tous les lundis, il est maintenant temps de faire un point sur l'actu sportive du week-end. Et au programme de votre journal des sports ce matin, du football avec le derby vendéen en National 2 et le Poiré qui lâche des points en National 3. Un point basket également avec 2 défaites pour la Roche-Vendée Basket Club et également le club de Châlons. Un journal des sports qui vous a été préparé par Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Ouvrons notre gros chapitre football avec le derby vendéen de National 2. Le Vendée Football Club La Roche-sur-Yon recevait les Herbiers. Et dès le coup d'envoi, ce sont les Yonnais qui se montrent les plus dangereux avec cette tête qui passe juste à côté. Les Herbiers répliquent, mais timidement. Et à la 15e minute, ce sont bien les Yonnais qui, par l'intermédiaire de Tom Renaudino, ouvrent le score. Ça fait 1-0 en faveur des locaux. Les Herbiers prennent ensuite la possession, mais peinent à se créer de réelles occasions. En face, La Roche procède en contre. Et à la mi-temps, ce sont bien eux qui sont devant 1-0. En seconde période, le scénario se confirme. Les Herbiers peinent à cadrer et butent sur une défense lyonnaise bien regroupée, tandis que La Roche continue de procéder en contre. Et à la 68e minute, Aymeric Fouran-Tourner se retrouve en face à face, mais Bastia Remp gagne son duel. Et dans le temps additionnel, Antoine Kériou égalise de la tête pour les Herbiers. 1-1, égalisation. La Roche tente de réagir presque immédiatement, mais la reprise passe juste au-dessus. Et le score ne bouge plus, match nul 1-1 dans ce derby vendéen. On a bien construit notre match, je trouve, on a été solide. Et puis surtout, mentalement, j'ai trouvé que ce soir, on n'a fait qu'un seul homme. Et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Et qu'on n'est pas passé loin de battre le premier. Mais déjà, voilà, c'est bien. On va, j'espère, redonner une nouvelle dynamique à cette équipe et à ce club. Déception sur ce qu'on a pu produire. Voilà, on a été assez vilain ce soir, je trouve. Voilà, on a été non productif, on a été non engagé, on a été non créatif. Je ne vais pas dire qu'on a fait un non-match parce qu'on menait 1-0 jusqu'à la, je sais pas combien, 93, 94e. Je trouve que c'est dommage de gâcher ce type de match et de ne pas faire ce qu'il faut. Voilà, on se met des bâtons dans les roues. C'est comme ça fait partie du truc. En National 3, le Poiré recevait Chauvigny pour la 21e journée. Les Vendéens, sur 4 victoires et un nul, veulent consolider leur deuxième place. Dès le début du match, les occasions s'enchaînent. Mahamad Cherfardine place une tête dangereuse. Chauvigny répond et le gardien vendéen Ebeneseré Koudou doit s'interposer à plusieurs reprises. Et juste avant la mi-temps, sur un centre de Brian Thorin, Naël Bensoula voit sa reprise repoussée. Et c'est Youssouf Hamad qui place le ballon au fond des filets. 1-0 à la pause pour les Genoux. Au retour des vestiaires, le Poiré tente de faire le break, mais toutes leurs frappes sont contrées. À 10, après l'exclusion d'Alan Bidar, Chauvigny reste dangereux. Et à un quart d'heure de la fin du match, Brahim Bata envoie une frappe surpuissante à 30 mètres dans la lucarne. 1-1, égalisation. Puis plus rien ne bouge jusqu'au coup de sifflet final. 1-1, match nul plutôt logique. Moi, je suis plutôt déçu du contenu. On savait déjà qu'on avait affaire à une belle équipe en face, que Chauvigny était une équipe très compliquée à jouer. Preuve en est, Tours, ils ont fait nul, Châlons a fait nul et Nantes a fait nul contre eux. Donc maintenant, nous aussi. Après, il reste encore 8 matchs. On savait très bien qu'on n'allait pas faire 9 victoires sur les derniers matchs, sachant que déjà, il y en avait 2 autres. On n'allait pas faire 11 victoires de suite, on le sait très bien. Donc non, il faut rester tranquille par rapport à ça. Il reste encore 8 matchs à jouer, beaucoup de confrontations directes. Et on va devoir aller à Nantes, aller à Châlons. Aller à l'extérieur, c'est 2 des 3 autres équipes qui sont avec nous devant. Donc il faut rester tranquille par rapport à ça. Et c'est surtout le contenu qui me déçoit.
En basket, à présent, le RVBC s'est lourdement incliné 90-63 contre l'Asvel de Lyon, mais les Lyonnaises restent 8e de Wonder League et toujours qualifiées pour les playoffs. En Elite 2, le VCB a perdu 105-91 à Évreux, adversaire pour le maintien, et les Chalandais restent toujours derniers au classement. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et merci Paul Deswatines pour ce journal des sports. Et vous retrouvez également aujourd'hui l'entretien sport avec Nicolas Delhomme, maître d'armes au Cercle d'Escrime à Bastion. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous prenons la direction de Talmont à Saint-Hilaire pour aller découvrir le travail des bénévoles du groupe associatif Estuaire. Il restaure actuellement des anciennes pêcheries médiévales. Objectif, remettre en valeur ce patrimoine, mais aussi protéger les traces de dinosaures. Regardez. Alors on a ici, dans la zone de la pêcherie, on a 244 traces de dinosaures. Sur l'ensemble du secteur, on a sûrement un bon millier. Alors, on ne sait pas compter exactement. Ces traces ont été découvertes donc, dans les années 67 et elles sont développées pour la connaissance du public depuis ces dernières années seulement. Alors ces traces, si vous voulez, elles sont très anciennes, elles ont 200 millions d'années. On a trouvé 2 espèces de dinosaures qu'on ne connaissait pas bien avant, qui s'appelle l'un le Gralator, c'est un petit dinosaure gros comme une grosse oie, si vous voulez, comme taille. Et puis surtout le Bronte qui est un grand dinosaure qui faisait 3 mètres de haut, qui sont des dinosaures qu'on a découvert par ici. Et il y en a un qui est très amusant aussi, c'est un qu'on avait appelé le Talmontopus terci, et donc qui est un dinosaure qui a des doigts plus pointus que les autres, un peu très reconnaissable. Et c'est un dinosaure qu'on l'a trouvé ici, quand les chercheurs l'ont trouvé ici dans les années 60-70, ils pensaient qu'il était inconnu. Donc il lui a donné un nom de la commune, Talmont, qui a donné le Talmontopus. Et Terci, c'est parce que Mireille Terce dirigeait ses recherches, Mireille Terce qui était une géologue vendéenne. Et puis il y a 3-4 ans, des paléontologues sont revenus faire une étude et ils ont trouvé que cette trace, en fait, elle était déjà connue en fait, à d'autres endroits et que cet animal s'appelait le Kayentapus, qui est un grand ancêtre, lointain ancêtre, on va dire, du fameux tyrannosaure. Alors ces traces sont abîmées de 2 manières. D'une part par la mer qui balaie des galets à la marée montante ou descendante sur tous les jours de tempête, et ces galets usent les traces, si bien que les traces des petits animaux, des gralators qui avaient des pattes de cette taille-là, on n'en voit plus beaucoup parce qu'elles sont usées, sont trop fines, alors qu'on ne voit que les grosses traces. Ça, c'est la mer qui les abîme en permanence. Et puis, il y a des gens qui peuvent les abîmer aussi parce que ces traces sont sur des couches de roches qui sont très fines. Et en fait, à des endroits, la mer creuse en dessous. Et si on marche sur le bord de la dalle, ça la casse. Et c'est ça qu'on essaie d'informer les gens pour justement qu'ils évitent de faire ça. C'est pour ça qu'on a lancé depuis l'été dernier une surveillance régulière de ces traces, pas seulement pour surveiller et interdire, mais surtout pour faire connaître aux gens et leur montrer les risques qu'ils font courir aux traces s'ils marchent trop sur le bord des dalles. Ça, c'est une des choses. Alors, la pêcherie elle-même, on l'a choisie dans un endroit où il y a 244 traces de dinosaures qui vont nous permettre de les protéger parce qu'on laissera cette pêcherie en eau l'hiver pendant les tempêtes et à d'autres moments pour éviter que les tempêtes usent justement ces traces et éviter aussi que des gens mal intentionnés s'y attaquent. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe rapidement à Café Cuisine avant de vous donner le lot à gagner cette semaine. Bravo à Marie-Christine qui habite à Venanceau, qui reporte celui de la semaine dernière. On cherchait un parc vendéen qui changeait d'univers. C'était le Offen Park tout simplement et qui remporte donc le panier gourmand offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Voici maintenant la question de cette semaine où se déroule actuellement l'exposition Artistes pour l'espoir. Et voici le premier indice
artiste de la semaine. Cette exposition se déroule dans une commune vendéenne située tout près de La Roche-sur-Yon. Je répète, cette exposition se déroule tout près, dans une commune qui est tout près de La Roche-sur-Yon. A gagné cette semaine, ces balles de tennis collector de la marque Etcher Paris, offertes par la boutique L'Alchimiste à Châlons. Elles sont juste ici. Voilà, ces 3 balles, très jolies balles de tennis collector, donc Etcher Paris, offertes par la boutique L'Alchimiste à Châlons. Je vous rappelle donc la question de cette semaine: où se déroule actuellement l'exposition Artistes pour l'espoir? Et le premier indice à cette exposition se déroule donc dans une commune vendéenne située près de La Roche-sur-Yon. Si vous nous quittez déjà, je vous rappelle que l'actu revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Sinon, on se retrouve dans quelques minutes sur TV Vendée.